Et salut à tous, Sébastien, on est tous ensemble pour la Lucarne Verte, la nouvelle émission pour ce mercredi. On va débriefer donc ensemble la victoire de l'AS Saint-Etienne face à l'En Avant de Guingamp, 3-2. Et derrière, on vous présentera le match entre le Stade Lavallois et l'AS Saint-Etienne ce samedi qui arrive. Pour ce soir, j'ai réuni une très très belle équipe. On a réuni l'encyclopédie de l'AS Saint-Etienne. On a Albert. Salut Albert. Bonsoir Albert. Ah, très content. On a aussi l'Argentin d'Argenteuil, Melvin. Bonsoir à tous. Et puis on a aussi supporter des Verts, peut-être loin des yeux mais proche du cœur, c'est Quentin. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et en invité spécial, nous avons Adrien Blettery. Bonsoir Adrien. Bonsoir tout le monde. Quand tu as dit encyclopédie de la SSE, je pensais que tu parlais de moi. Je suis un petit peu déçu, mais c'est comme ça. Ah, tu peux l'être aussi. Hein. Non, je laisse ma place. Vu que tu les connais très bien aussi. Ouais. Bon, pour commencer, on va faire une petite interview par Albert de notre invité. Albert, la piste est à toi. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos internautes? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis donc journaliste. J'étais donc à TL7 pendant 2 ans. J'ai quitté donc la Loire il y a 6 mois maintenant, donc je suis sur Lyon, toujours dans la télé et encore un petit peu de sport, mais de moins en moins. Et donc, forcément, on suit les Verts de loin et plus de près. Mais voilà, j'ai vécu 2 ans à Saint-Étienne où on pouvait faire des trucs sympas avec la SSE, même si la période était plus que compliquée. Mais voilà, je continue ma petite route dans le Rhône maintenant. D'accord. Quel est ton rapport avec l'ASS aujourd'hui? Quel est ton rapport? T'es un simple supporter? Tu vibres autant? Je supporte toujours, ouais, depuis tout petit, de toute façon. Je vais moins au stade, forcément. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit regret et c'est dommage, sachant qu'il y a l'ambiance qui revient, les supporters qui sont de plus en plus nombreux dans le chaudron. Mais je continue de les suivre. J'essaye de regarder le maximum de matchs possible aussi, sachant que je bosse les week-ends. Mais voilà, le cœur restera vert. Est-ce que tu as une relation particulière avec le club, avec les joueurs? Tu as gardé des relations avec certains joueurs ou pas? Je réfléchis en même temps. Non, des joueurs, non. Même je réfléchis à ceux qui partent, mais non. Il y avait Wadji où j'avais fait son interview à son arrivée. On avait un petit peu parlé sur Insta. Et puis voilà, c'est tout. J'ai pas de contact, privilégié. Et puis c'était toujours un peu complexe de faire sa groupie quand on est journaliste, donc je préfère pas trop faire ça. Et dernière question, est-ce que tu t'attendais à une saison aussi compliquée cette année de la part de nos Verts? Ah oui. Quand, quand Batles est arrivé et que tout le monde parlait de remonter, etc. Enfin, c'est facile de dire ça maintenant, hein, Oui, mais franchement, sincèrement, c'était obligé, c'était sûr. J'avais dit milieu de tableau et c'est à peu près ce qui se passe. C'est normal, c'est tellement dur la Ligue 2. J'ai un très bon copain, Johan Magnin, qui joue au Clermont Foot en fait. Donc il avait joué en Ligue 2 et il m'avait prévenu dans le sens où c'est impossible de remonter, surtout dans la situation qu'était la Saint-Etienne. Ça allait être très dur, c'était obligé. D'accord, très bien. Merci pour cette petite interview. Je redonne la main à Bastien. On va débriefer ce match qui nous a tant ébloui, même si j'exagère un petit peu. À toi, Bastien. Très bien. Écoutez, messieurs, on part comme l'a dit Albert, sur la troisième mi-temps, le renversement de situation, hein, où l'AS Saint-Etienne a renversé l'En Avant Guingamp. Mais juste avant, on fait un petit rappel des pronos qu'on avait fait la semaine dernière pour le match du coup Saint-Etienne en Avant Guingamp. Les amis, c'est l'instant pronostic. N'hésitez pas aussi pareil dans le chat à nous donner vos pronos. Et puis on va directement commencer avec Quentin. J'aime bien les gros scores, donc je vais dire un 3-0. Un but de Wadji pour son retour. Et allez, on va mettre Bouchoirie et Lobry. Albert. Toi aussi. 2-0. Crasso, Wadji, allez. Melvin, qu'est-ce que t'en penses? Un petit 3-1. Après, pour nos buteurs à nous, Nkunku qui va marquer, je le sens bien. Après, Wadji pour son retour, j'aime beaucoup. Et puis
Et puis sur un corner bien tiré du majestueux Cafaro, une belle tête envolée de notre saucisse. Évidemment. Moi, je mets un petit 1-0, victoire courte. Match on va pas souffrir. fifou. On joue face à une équipe qui marque pas trop. Qui S'ennuie encaisse dans tes matchs, hein. plus. Ouais. Donc, petite victoire courte 1-0. Dans le chat, on nous dit des 2-1. Wadji Cafaro. Ouais. Voilà, tout le monde Des est plutôt 2-0 aussi. optimiste. Des 2-0 avec un pétard de Cafaro. On sacré nous dit un pétard. pétard. Une belle frappe en tout cas. C'est sûr. Tout le monde est optimiste, en tout cas, en espérant que ça nous porte pas trop défaut. Bon, comme vous l'avez vu, hein, on n'arrive pas encore à avoir un résultat correct pour les pronos. On s'y en est à peu près approché, mais on n'arrive toujours pas à avoir des résultats, le résultat juste. Ça commence à être rageant, hein, on peut le voir. Hein, à un moment, ça va peut-être passer les pronos. Un jour, l'effet va nous tomber dessus. En tout cas, messieurs, on va passer un petit peu au résumé du match. Alors, donc, il y avait 25 000 spectateurs ce samedi à Geoffroy-Guichard pour ce superbe Saint-Étienne en avant de Guingamp, où malheureusement les Verts vont encaisser le premier but à la 12e minute avec Abdel El-Ouazzani qui va profiter d'un ballon contré pour remplacer une magnifique frappe sous le bras de Gauthier Larsonneur. Un petit peu 0. Derrière, les Verts vont très bien réagir en égalisant dès la 22e minute avec le tout premier but de sa carrière avec les Saint-Etienne pour Aymen Mouefek. Il l'a marqué devant le COP Nord en plus. Un beau symbole. Mais malheureusement, les Verts vont tomber sur un petit coup de malchance, puisque un ballon contré de la main puis après une belle passe en profondeur pour Gaëtan Courtet qui va un peu surprendre tout le monde avec sa frappe. Ça fait 2-1 juste avant la mi-temps, les Verts un peu mal embarqués, mais les Verts ne lâchent toujours pas, les Verts vont continuer à essayer de loin d'égaliser, et à la 82e minute, Nkunku va décaler Dylan Chambos sur le côté gauche. Très beau centre de la part de Chambos, tête de Cafaro. C'est repoussé en premier temps par le gardien, mais Cafaro a suivi et inscrit un but de la tête. C'est son premier but sa carrière de la tête pour Mathieu Cafaro qui égalise. Et les Verts vont être entraînés dans une folie permanente. Ils vont renverser le match avec cette magnifique, à la 88e, transversale exceptionnelle de Denis Sapia pour Nixon Nkunku qui élimine son vis-à-vis, centrare à terre, et qui est là, l'inévitable Ibrahim Awadji qui vient inscrire son 10e but de la saison pour donner la victoire. Les Verts s'imposeront après 6 minutes de temps additionnel. Une victoire qui permet aux Verts de repasser dans le top 10. Ils sont à l'heure actuelle 10e et à 6 points de la 4e place. Messieurs, qu'en avez-vous pensé de ce match ? Je commence par toi, Adrien. Eh ben, on a vibré pour ce match face à l'en avant. Non, c'est un peu le résumé de la saison. C'est pas mal d'irrégularités, pas mal de petites erreurs aussi qui permettent à Guingamp quand même de mettre 2 buts. On prend quand même beaucoup trop de buts. Et après, par contre, avec le public dans le chaudron, le Wadj à la fin qui est encore là au bon endroit. Donc voilà, on va retenir le principal, c'est le maintien qui est assuré. On se posait la question la semaine dernière sur le plateau de TL7 si justement les joueurs avaient encore de la motivation, etc. Donc il y en avait sur ce match-là, c'est cool. Maintenant, je pense que la saison commence à être un peu longue et ça va être de plus en plus compliqué. Mais voilà, non, c'était une belle rencontre. Je pense que tout le monde l'a bien apprécié en tout cas. Très bien. Quentin, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match ? Alors, dans le chat, on a Tala08 qui nous dit que c'était un 12 contre 12. Guingamp avait l'arbitre et les Verts, eux, avaient le public. Ah, dis donc, c'est parfait ça. En référence à la petite main. Et oui, effectivement, on avait monsieur Olivier Tual qui avait le filtre Gilbert Montagnier pour les mains guingampaises et le penalty oublié sur Oadji, encore une fois. Albert, qu'en as-tu pensé ? Ah bien, c'est le scénario qui fait évidemment tout le piment de ce match, parce que alors je vais pas dire que on a joué seulement les 15 dernières minutes parce que c'est pas vraiment le cas, mais on a quand même souffert une bonne partie
de la rencontre. Heureusement, les changements de Batles ont fait la différence. Et ensuite, eh bien, grâce au public, vous l'avez dit, mais c'était vraiment nous qui étions au stade, une évidence. C'était formidable. Eh bien, parce que les Verts, effectivement, ne lâchent rien, sont toujours aussi impliqués, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut quand même remarquer. Eh bien, effectivement, ils sont allés chercher la victoire et pour notre plus grand bonheur. Très bien. Bon, bah, Melvin, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui étais en COP Nord? Bah, vu du COP, c'est un bonheur, surtout un scénario comme ça, comme disait Albert. Le scénario fait le match, hein. Il n'y aurait pas eu ce scénario-là, le match était bien morose et bien terne quand même. On va pas se mentir. C'est le déroulé du match et le déroulé et la finition heureuse qui a fait pencher mon cœur sur ce match en tout cas. En tout cas, moi, je vais juste finir sur ça en disant que pour moi, ce match résume à peu près tout ce que c'est, à peu près le foot, c'est les émotions. Les émotions, on a encore énormément vibré samedi à Geoffroy Guichard. Alors, en bien et en mal, hein, parce qu'avec ces deux buts un peu qu'on a encaissés, un peu contre le cours du jeu, ce scénario qui commence un petit peu à sentir pas bon, et puis finalement quand tu vois l'égalisation et qu'après avec le dernier but t'avais envie de ouais, tu pleurais de joie tout simplement parce que c'est magnifique, on regarde du foot un peu pour ça, pour ce genre de scénario qui bon sont pas très bons pour le cœur mais qui font tellement plaisir à voir. Pour le cœur. Et puis voilà. Alors, bah écoutez messieurs, on passe du coup au premier sujet large. Le grand sujet large, c'est effectivement les Saint-Etienne a su renverser Guingamp, mais c'est grâce notamment à des changements assez rapides, notamment à deux changements qui sont intervenus à la 53e minute, où Laurent Batles décide de sortir Lamine Fomba et de faire rentrer eh bien, tout simplement Thomas Monconduit, le revenant Thomas Monconduit, qui a fait énormément de bien. Et l'autre changement, c'était, je crois, c'est Victor Lobry qui sort pour être remplacé par Ibrahim Aouadji, et Kader Bamba est redescendu d'un cran sur le terrain. Des changements qui ont fait beaucoup de bien, et même la rentrée après de Dylan Chambost et de Benjamin Bouchouari qui ont redonné un peu de peps dans le milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces changements, Adrien? Ouais, non, il les a fait un petit peu plus tôt que d'habitude. Oui. Ça fait plaisir pour Thomas Monconduit. Après, attention, c'est un joueur qui sait très bien orienter le jeu et qui est très bon comme ça, à la Pirlo un peu dans sa zone. Mais une fois qu'il y a un peu de pressing au milieu, il est un peu dépassé. Il joue souvent dans un fauteuil, Thomas Monconduit, je trouve. Mais là, c'était le match parfait pour lui. Il a très bien orienté. Les entrées, voilà, ont fait beaucoup de bien. Et ouais, non, oui, coaching parfait. Et ça arrive et c'est bien pour Batles, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour Wadji aussi qui devient un peu un super sub par moment. Donc non, c'est plutôt bien géré. Et ça prouve aussi que du coup, les irrégularités de chacun, et ben, ça se voit en fonction des matchs. Parce que Bouchouari, le match d'avant, c'est compliqué à Rodez. Là, il rentre, c'est bon. Ben, voilà, il va falloir bien jongler aussi l'année prochaine pour à chaque fois voir les défaillances de chacun et que ça puisse redynamiser quand les entrants arrivent. Mais là, c'est parfait, c'est très bien. Et voilà, Laurent Batles a fait les bons choix. T'en as pensé quoi, toi, Albert, ces changements? Oui, vous avez tout à fait raison, hein. C'est ces changements qui ont dynamisé le match. Et je suis content pour Laurent Batles, puisqu'il a été quand même très très largement critiqué, notamment au début de saison. On disait qu'il ne faisait aucun changement ou que ça n'avait aucun impact. Bon, bref, là, il a démontré tout le contraire. Donc je suis content. Franchement, Laurent Batles est le grand vainqueur de ce match. Si je peux m'exprimer ainsi, il a su renverser la situation qui était plutôt compromise en fin de première mi-temps. Donc voilà, je suis bien content pour lui parce qu'il a désormais une légitimité qu'on ne peut plus lui contester.
Très bien. Alors, je crois qu'il y a le chat qui nous fait une petite remarque, Quentin. Alors, Tala08 encore une fois, qui dit qu'il trouve qu'il y a eu un changement de visage de l'équipe. Alors, moi, je voulais avoir vos avis et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que c'était quand même. On est quand même sur un jeu qui était un peu plus posé avec la rentrée de mon conduit, hein, beaucoup plus organisé en tout cas. Et surtout l'entrée de Wadji qui a rapporté ce côté de profondeur. Enfin, une vraie présence, parce qu'on jouait un peu avec deux 9,5 numéro 10 en début de partie. Et là, on a remis un vrai neuf, quelqu'un qui va dans la surface, qui harcèle, qui fait des appels de droite à gauche. Donc vraiment, je pense que l'équipe a quand même bien changé de visage. Je sais pas si vous partagez un peu le même avis ou si vous avez un autre complément. Il y a clairement 2 matchs. Hein. Le match avant les rentrants, enfin les entrants, et le match après. Hein. Dès que effectivement les premiers entrants sont intervenus sur la pelouse, eh bien Guingamp n'a quasiment pu exister. Donc c'est bien les changements qui ont changé la physionomie du match. Clairement, je pense que les changements ont fait. C'est ce qui a fait du bien déjà à l'équipe pour se relancer vers l'avant, se redonner un coup de boost et vouloir aller chercher. Et puis même des entrants comme Dylan Chambos, on les attendait pas. Mais finalement, petit à petit, il grappille plus de temps et il est de mieux en mieux. Parce que il fait une passe D à Rodez. Là, on lui la comptera pas comme passe D. Mais bon, j'ai entendu des Wadji de la tête contre le Paris FC faire des passes D. Donc bon, je lui la compterai quand même. En tout cas, tu peux pas lui compter. Elle est en 2 temps. Elle est en 2 temps. Oui, c'est pas comme Wadji où Wadji c'est direct. Oui, mais en tout cas, il apporte quand même le danger sur son centre qui est excellent, je trouve, qui est très très bon dans la bonne zone sur le bon joueur. Et puis voilà, hein, c'est clair que les entrants ont apporté, que ce soit mon conduit parce que Fomba commençait à perdre un peu pied dans ce milieu. Il avait du mal depuis plusieurs matchs et on a senti que mon conduit a reposé un peu ce jeu. Et comme le disait Adrien, il n'a pas été plus pressé que ça. Donc du coup, quand il joue dans un fauteuil, bah, c'est un vrai bon orienteur de jeu. Après, voilà. Et après, ouais, la rentrée de Wadji, bon, bah, on le sait, hein, le mec, il n'a pas besoin de 50 occasions non plus pour la foutre au fond quand il est en forme. Je sais qu'il en a eu besoin souvent, mais là vraiment, il n'en a pas eu 150 et il les a mis au fond. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais penser, c'est que l'occasion de Wadji. Elle est pas dure, mais il a pas mis voilà. Il fallait être là. Mais non. Puis il faut être au bon endroit. Hein. Voilà. Un vrai numéro 9, c'est bien être au placé. bon endroit. Bien placé et il a eu à peu près une occasion pas similaire, mais au match contre Metz, si je me trompe pas, il a une occasion où il dévie le ballon et en fait ça passe et ben c'est parce que ses épaules étaient pas bien orientées et là ses épaules étaient bien orientées, donc du coup c'est un vrai numéro 9. Oui, certes, elle était facile parce qu'il n'y avait pas de gardien, mais... Attendez, parce que j'ai juste apparemment Quentin a une autre remarque du chat à faire remonter. Eh ben ouais, du coup Tala il est d'accord avec Melvin au niveau de Chambaud. Il dit qu'il a fait une très belle entrée et il a dit qu'il trouvait qu'il prenait en consistance et son temps de jeu était croissant. Bah, tiens, justement, Adrien, t'en as pensé quoi de Dylan Chambos qui lui en plus pour le coup je pense que ça doit lui faire du bien parce qu'il était un peu au fond du trou il y a un bon bout de temps avec les Saint-Etienne. Là ça doit lui faire du bien, je pense. Bah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour lui. D'ailleurs, on dit Dylan Chambaud, sachez-le. Oui, c'est Chambaud. J'avais fait l'interview en début de saison aussi, je savais pas, je connaissais le joueur, mais je savais pas comment le prononcer. C'est Dylan Chambaud. Mais ouais, mais c'est super bien pour lui parce que c'est quand même quand il est arrivé, il était vraiment fier de retrouver son club formateur. Il y a tous ses amis qui sont là. Il jouait à Saint-Just-Saint-Rambert, si je crois aussi avant, dans le petit club à côté. Enfin, il est trop content d'être ici et ça me fait plaisir qu'il joue un petit peu plus parce que oui, c'était compliqué. Il arrive à faire beaucoup de déplacements, à se mettre dans les petits espaces. C'est ce qu'on lui demande aussi en numéro 10, même quand il est sur un côté, de dézonner un petit peu. Il le fait bien, il joue un peu plus. Donc c'est très bien. À voir s'il va pouvoir
s'installer, mais tant mieux en tout cas pour tout le monde. Et d'ailleurs, juste en parlant de ça, Adrien, moi j'avais vu sur ton compte Twitter, au moment du but de Wadji, tu avais posté un petit extrait Eh oui. de l'interview que tu avais réalisée. Il nous avait prévenu, finalement. Non, c'est vrai qu'il a peiné au début, mais c'est un bosseur de dingue et il était tellement sincère dans son interview. Enfin, franchement, c'est pas parce que je l'ai fait ou quoi, ça, on s'en fout. Mais je vous invite à écouter ce qu'il dit. C'est vraiment un bosseur. Il est pareil, il est super content d'être là. Il est hyper humble. Je me souviens, il parlait de Crasso. Pour lui, Crasso, mais c'était Cristiano Ronaldo, c'était Lionel Messi. Et il était, et ouais, c'est un bosseur quoi. Et il sait qu'il est pas technique. Hein. Il en est conscient et juste il court vite, il va se battre sur tous les ballons et c'est ce qu'il fait depuis le début. Au final, si on regarde ses matchs, il a toujours fait ça. Et juste là, il se place mieux parce qu'il connaît aussi mieux ses coéquipiers. C'est totalement normal. Et je suis aussi très très content et voilà. Et on voit ce que c'est qu'un numéro 9 et il s'associe très bien avec Crasso aussi. Donc à voir si Charbonnier reste, si lui aussi il est là la saison prochaine. Mais je pense qu'il faut qu'il joue avec un autre attaquant avec lui et voilà. Et c'est nickel pour tout le monde aussi. Ouais, au final, la marge de progression est quand même énorme. Hein. 10 buts pour Ibrahima Wadji. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas misé là-dessus. Et puis au final, il fait mentir tout le monde. On se souvient de Twitter en début de saison. Wadji, il prend tarif. Hein. Et voilà. Et je reconnais que j'étais un de ceux qui étaient particulièrement, non pas vindicatif parce que je me suis jamais moqué d'un joueur, ça c'est clair, et parce que ça ne peut pas être possible, mais j'avais beaucoup de doutes. J'avais beaucoup de doutes, notamment au lendemain du match contre Rodez, où il avait été en dessous de tout. Je me souviens. Il va en touche tout seul ce match-là. C'est ça. Oui, et j'étais à côté. Vous vous rendez compte, j'étais j'étais au Cop Sud pour une fois, tu vois, au Cop Sud, et j'étais dans son axe. Et quand tu le vois dévier comme ça, cette action, elle est dingue. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un joueur de foot. Et il aurait pu sombrer. Et il s'est accroché. Tu as raison. C'est tout à son mérite. Je voulais aussi revenir sur Chambaud parce que Chambaud lui aussi était au fond du trou. Lui aussi s'est accroché. Et on voit la différence avec par exemple un Pintor qui lui n'arrive pas à revenir, qui était à un moment donné au même niveau. Puisqu'ils étaient à la cave tous les deux. Eh bien, on voit que peut-être qu'ils travaillent plus que les autres et résultat, ils sont récompensés, notamment Chambaud et même Wadji. Wadji, il fait l'unanimité aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Il est transfiguré, et tant mieux. Et on voit aussi la différence. Ces entrants font la différence parce qu'on peut aussi les comparer. Par exemple, mon conduit comparé au match de Fomba, alors c'est la réalité du moment, mais Wadji comparé au match de Bamba, c'est aussi la réalité du moment où ces deux joueurs montrent qu'ils sont indispensables, ou en tout cas qu'ils méritent largement leur place par rapport à ceux qu'ils ont remplacés, qui ont eu un match plus difficile, il faut bien le reconnaître. Et juste, je rajoute juste un truc, j'avais vu un tweet passer et je trouvais la comparaison assez sympa. Il y en avait qui comparaient Wadji à Monet Paquet. Où Monet Paquet, pareil, il manquait un petit peu de technique, mais il se battait tout le temps. Et qu'il avait, le public l'aimait bien parce qu'il se battait, il le savait, il y avait eu une petite osmose qui s'était créée. C'est un peu pareil avec Wadji, donc j'aime bien la comparaison. Maintenant, il lui manque sa chanson. Il lui manque sa chanson. Oui, c'est ça. Ouais, enfin bon, la chanson à la base pour Kevin Monet-Paquet, c'était une chanson pour se moquer de lui, qui est devenue par la suite effectivement une chanson à son honneur. Mais rappelez-vous qu'à la base, il n'était pas trop content. Ouais, mais comme quoi t'arrives à tourner, des fois, tu peux tourner les choses. Et je pense que Wadji, il a su tourner les choses. Après aussi, je pense qu'il a quand même bien. Alors je n'aime pas dire, mais malheureusement, il a profité de la blessure de Charbonnier. C'est pas faux. La triste blessure de Charbonnier, qui pour lui, je pense, lui a été bénéfique. Parce que derrière, il a su enchaîner les buts. Et honnêtement, et surtout, ses buts, la plupart, c'est tout dans le jeu avec Wadji. Il en a qu'un sur penalty et c'était contre Amiens. Donc il a mis 9 buts quand même dans le jeu, c'est quand même assez fou. Après, comme tu dis, il a profité certes de la blessure. Le Melvin. Ouais, il a profité de la blessure, mais moi j'aime beaucoup le rappeler. Je suis allé les voir à l'entraînement il y a plusieurs mois de cela.
Et il y a un moment où Wadji était tout seul devant le but, sans gardien, et il a travaillé pendant 1 heure et demie devant le gardien. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là, de voir Wadji. Il était tellement pas en confiance. C'était un moment, c'était avant qu'il retrouve de la confiance. Il l'avait fait travailler seul devant le but pendant 1 heure et demie. Et je trouvais ça tellement bizarre. Et au final, bah, il m'a fait complètement mentir parce que bah, vraiment, ça lui a peut-être servi de, voilà, pendant une séance entière, être seul devant le but, à avoir, parce qu'en fait, Charbonnier venait de se blesser et le week-end arrivait, il devait être titulaire pour le match l'après Charbonnier et au final, ils l'ont fait travailler pour sa confiance et pour répéter le geste et au final, bah, c'est mérité pour lui, hein. C'est vraiment mérité pour lui. Et finalement, tant mieux que ça a payé. On est très content parce que on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et je lui souhaite de finir avec le plus de buts possible en tout cas, et que tous ces entrants, tous ces joueurs qui aujourd'hui se battent, et ben aujourd'hui, ils soient capables après, vous pensez notamment à Chambaud, qu'ils soient capables d'avoir une petite place de titulaire avant la fin de la saison. Messieurs, on passe au mini sujet. On va faire l'œil du stade. Alors. Adrien, je sais pas si tu étais au stade ou si tu étais du coup devant ta télé. Et j'étais devant la télé. Ok, alors du coup, est-ce que tu peux nous faire ton ressenti de ce que tu as pu voir depuis ta télé, de l'ambiance? Oh bah, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais non, ça faisait plaisir de revivre un scénario un peu Coupe d'Europe, je vais dire, mais on était loin de ça. Mais voilà, une vraie ferveur, un but à la dernière minute, dernière seconde, et non, ça fait du bien que tout le monde soit en osmose. C'est la fin de saison, ça fait plaisir à tout le monde. Enfin, c'est agréable et ça fait du bien avec tout ce qu'on a vécu. Voilà, c'est tout. Après, il y en a beaucoup qui parlent de justement ambiance Coupe d'Europe, tout ça. Il faut pas oublier quand même que même si 25 000 c'est très bien, attention, c'est pas ce que je veux dire. On est l'une des meilleures influences, il n'y a pas de souci. Mais et putain, un chaudron, c'est 40 000, il doit être plein. Mais on en est loin de tout ça. Donc j'ai envie de retrouver vraiment un chaudron plein, craqué, où on n'entend plus les commentateurs. Voilà. Et là, on pourra parler d'une vraie ambiance parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter. Je vois des petits. Après, bon, Twitter, c'est pas la vie, mais je vois des petits messages, grosse ambiance, tout ça. Oui, c'était des belles ambiances, mais on est loin de ce que le chaudron peut être. Oh oui. Mon chat confirme. Oui, tout à fait. Bon. Alors oui, je suis. Je suis d'accord avec vous. Là. Il y a voire meilleure ambiance, mais il faut quand même se rappeler que c'était le 10e contre le 11e de Ligue 2 et que donc si on se rapporte à cette comparaison, et bien là par contre on peut dire que c'est une ambiance exceptionnelle. Je suis un peu plus vieux que vous, ça je veux bien le reconnaître, hein, c'est sûr, mais sachez que lorsque l'OM était en 2e division avant que Bernard Tapie ne rachète le club, il végétait en 2e division, eh bien l'OM ne jouait plus au Stade Vélodrome. D'accord ? Donc ça veut dire que l'ambiance de l'AS Saint-Étienne, elle est exceptionnelle. Un 10e contre un 11e, 25 000 spectateurs, mené quasiment pendant toute la partie. Le stade n'a pas arrêté de chanter, n'a pas arrêté de les encourager, parce que aussi les joueurs ont montré qu'ils ne l'ont pas lâché, contrairement au début de saison, où dès qu'ils prenaient un but, tout se liquéfiait, et là, ils prennent un but, ils en prennent un deuxième, bref, et ils sont toujours derrière pour essayer de revenir au score. Donc ça, le public le sent, le public le ressent, et donc continue à l'encourager malgré tout. Et pendant tout le match, ça a été, les COP se sont répondus, bref, on a là un public qui, pour moi, je ne veux surtout pas galvauder cette impression, ce sentiment que ce stade, si le joueur l'écoute bien, il les porte. Et c'est ce qui a encore été le cas samedi, puisque je pense qu'on peut dire que le stade a une grande part de responsabilité dans les résultats, quand ils sont mauvais, mais aussi quand ils sont bons, comme ce soir, comme ce samedi soir, où ils ont porté les joueurs pour jusqu'à la victoire. Donc c'est... écoute, merci. Melvin, vu que toi t'étais au Cop Nord avec moi, tu veux bien faire ton petit ressenti toi depuis le Cop. De toute façon, comme à chaque match. Alors oui, comme disait Adrien, c'est clair que on entend sur Twitter que c'est des ambiances folles,
Non, on n'y est pas encore. Il y a eu des matchs assez récemment quand même de Coupe d'Europe où on était sur quelque chose de bien plus impressionnant, où ça faisait bien plus peur. Mais on est comme a dit aussi Albert, voilà, de la 0 à la 96e minute de jeu, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et même en perdant, en concédant l'ouverture du score, tu peux te dire, il va y avoir un mini-temps où ça va prendre un coup de clim. Mais non. Franchement, les gangs en pêche, je sais même pas s'ils ont chanté à un moment, quoi. Je les ai pas entendus, moi. Personnellement, je les ai pas entendus. Ouais, ils étaient 10, alors, je veux dire. Oui, ils étaient pas nombreux. Après, oui, certes. Et même, il n'y a pas eu de creux, malgré en Coupe Nord, un petit problème de sono. Et un petit problème de sono. Pourtant, il y a les gens continuent à chanter, ont réussi à bien se coordonner, donc tout de même, ça prouve encore une fois une vraie force. Mais c'est une vraie force. Un problème de sono qui ne s'est pas ressentir dans le COP ni dans le stade, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. Et puis voilà, quand tu as deux poumons qui se répondent, mais c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. C'est tellement plaisant. C'est quelque chose qui est tellement rare aussi que ça fait du bien quand tu l'entends et quand tu le vis, quoi. C'est clair. Puis tu rajoutes la communion à la fin qui est exceptionnelle, encore une fois. C'est ce genre d'image et c'est ce genre de souvenir qu'on a envie de garder au fond de notre cœur. De toute façon, on en a des choses dans l'équipe aussi. Hein. Oui. Oui, effectivement, on en a quelques-uns. Même Cafaro commence à s'y mettre. Hein. Il retrouve le sourire qu'il n'avait pas au début tu vois. en arrivant. Mais tu vois, c'est parfait, Melvin. Tu fais des belles passes décisives, puisqu'on passe à notre focus sur un joueur qui résume bien cette AS Saint-Etienne un peu de visage. Cette AS Saint-Etienne avec deux visages avec les entrants. C'est Mathieu Cafaro, voilà, qui est capable de tout rater comme de tout réussir. Adrien, t'en as pensé quoi, toi, de Mathieu Cafaro? Alors lui, par exemple, en début de saison, j'avais peur, j'avais très très peur de Mathieu Cafaro. Et rien qu'aussi dans la tête, c'est quel match où il prend un rouge Le Havre. Le Havre, où il pète un câble. Le Havre. Et ce match, alors puis là c'était la période les Giraudons, les Cafaro, enfin c'était incroyable. Et ouais, là j'avais très peur quand même. Et puis il revient, et comme vous dites, ouais, il peut faire du très bon et du pas bon du tout. Alors c'est peut-être un joueur qui était vraiment en perte de confiance et que du coup il lui faut du temps aussi pour se remettre les idées au clair. Mais quand il fait les bons choix, qu'il réfléchit un petit peu, et ben non, c'est un très bon joueur de foot. Après on le savait à Reims, voilà, on savait qui était Mathieu Cafaro, mais non, là sur ce match-là. Très bien ce qu'il fait, en plus même son but de la tête, c'est quand même bien pour un petit joueur, ça fait toujours du bien. Donc voilà, donc content qu'il ait changé en tout cas, parce que on était loin d'un bon Mathieu Cafaro en début de saison. Ouais. Et Melvin, qu'est-ce que tu as pensé de Mathieu Cafaro sur ce match? Je sais que tu as envie de le défendre. Moi je le défendrais parce que clairement j'ai vu ce joueur à Reims, j'ai vu quel talent c'est et alors il faut bien le rappeler aussi, il joue pas dans son poste. C'est un numéro 10, c'est un ailier de base, c'est pas du tout un piston. Donc c'est clair qu'il y a eu un temps d'adaptation. Alors ouais, comme l'a dit Adrien, au début de saison, le match où il rentre contre Dijon, oui, là j'ai tout de suite vu que Mathieu Cafaro en piston, il allait devoir travailler pour être bon, quoi, parce qu'il a eu du mal. Et puis tout au début de la saison, voilà, c'est clair qu'il en a fait des erreurs et des boulettes, et c'est pas un joueur qui est à vocation défensive. Et pour un piston, c'est quand même bien qu'il revienne défendre. Donc de plus en plus, on le revoit descendre, tout ça. Alors certes, quand on voit nos deux pistons, c'est pas vraiment des vrais défenseurs. Je te vois Albert, il essaie de coup de coude de l'autre côté, il défend pas trop, je le sais. Mais bon, ça reste des joueurs qui sont à vocation offensive, mais aussi défensive. Et Cafaro, dans toute sa carrière, ça n'a jamais été la défense son point fort. Oui. Et je vois quand même une certaine amélioration. Alors oui, c'est clair que, comme j'ai pu entendre sur Twitter ou de partout, ses centres sont pas exceptionnels. Oui, il n'y a pas de souci. Après, plus t'ententes,
c'est clair qu'à un moment, tu t'en loupes et voilà. Par contre, son corner pour le but, il n'est pas mauvais du tout. Alors, c'est à notifier, mais c'est son premier but de la tête en pro. C'est la première fois qu'il marque de la tête en pro. Il l'a dit lui-même sur un passage, sur une vidéo de la SS. C'était son premier but en pro de la tête. Donc, bon, ça dit bien ce que ça dit, quoi. C'était exceptionnel de sa part de marquer de la tête. Mais oui, c'est clair que c'est un Mathieu Cafaro à deux visages, même si moi je le défendrai toujours parce que ça reste un joueur qui a des qualités, beaucoup de qualités. Et dans une équipe qui tourne bien, c'est un Mathieu Cafaro qui fait rarement des mauvais matchs, je trouve. Depuis un certain temps, il fait rarement des mauvais matchs. Il est rarement en dessous. Le souci avec ce joueur, c'est qu'on peut avoir deux lectures. Et elle peut être négative comme positive sur un même match. Et contre Guingamp, c'est l'exemple parfait. Si on regarde les statistiques de Cafaro, elles sont pitoyables. Un nombre important de ballons perdus, il en perd un tiers en moyenne. Des centres qui font directement en sortie de but. Bref, si on regarde que ces statistiques, même s'il a marqué un but, eh ben on ne peut pas être satisfait de son match. Mais quand on regarde le ressenti, et je trouve que c'est le plus important que les stats purement et proprement dites, alors effectivement, on peut se dire que Mathieu Cafaro a été un élément déterminant de cette victoire. Parce qu'il a, là aussi, il n'a jamais rechigné à la tâche, il s'est battu, il a tenté, beaucoup raté certes, mais au moins il était conquérant, il était dans la bataille, il était dans le combat et finalement c'est tout à son honneur. Et le fait qu'il ait égalisé on peut que lui rendre honneur, c'est tout à fait. Par contre, et moi ce qui m'énerve, et là encore il l'a montré contre Guingamp, certes il y avait main, mais t'arrêtes pas de jouer. Oui. C'est pas, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, d'autant plus que le but n'est pas de sa faute, certes, pour pas non plus la responsabilité, mais il n'a pas le droit de s'arrêter de jouer juste sous prétexte que quelqu'un a fait main et que l'arbitre ne l'a pas vu. D'autant plus que l'action, elle commence à 60 mètres des buts. S'il n'avait pas arrêté de jouer, l'action n'aurait pas été dangereuse. Ouais, après, vous voyez, ces deux visages, ces deux lectures font que effectivement, on peut le détester comme on peut l'apprécier, et c'est vrai que c'est rare pour un joueur, je pense qu'on peut le noter. Non, mais moi je vais te rejoindre sur la lecture. Effectivement, il marque un but, effectivement, il frappe un corner pour l'égalisation, mais franchement, Cafaro, va falloir peut-être un peu plus que ça, si on veut un peu plus d'ambition la saison prochaine, quoi. Il va falloir peut-être même chercher mieux à ce moment-là. Parce que franchement, si tu as un joueur qui perd un tiers de ses ballons, qui envoie ses centres tout le temps en sortie de but, si l'an prochain tu vises clairement la montée, va falloir, je suis désolé, mais il va falloir trouver mieux. Parce que ce sera... L'irrégularité, c'est pas un bon côté pour la coutume de dire qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on peut obtenir de mieux. Parce que justement, Cafaro peut progresser. Cafaro maintenant est dans la rotation. Il connaît bien le club, il connaît bien ses partenaires. D'autant plus qu'on peut considérer que l'ossature de l'équipe, si elle est maintenue telle qu'elle, eh bien, on la connaît, elle est disponible et elle peut être efficace, performante d'entrée de jeu l'année prochaine. Et il peut être dans la rotation l'année prochaine. Aller chercher quelqu'un d'autre qui va devoir s'acclimater et perdre encore 6 mois pour un hypothétique renfort, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose. Après, Albert, ça dépend, mais ça dépend quand est-ce que tu le recrutes. Le timing, encore une fois. Si tu le recrutes tout de suite début juillet, qui fait la prépa avec le groupe, il peut s'adapter. Après, c'est une question de recrutement. Moi, je suis d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, on peut garder Mathieu Cafaro, mais franchement, pour moi, ça me paraît limite. C'est un joueur qui a besoin vraiment de progresser, surtout défensivement. Je trouve que c'est encore beaucoup trop limite. Même si Apia, il arrive à assurer, va falloir quand même faire mieux, parce que si contre le 10e, si contre une équipe de milieu de tableau, tu galères déjà à faire tes replacements, j'imagine pas contre les équipes du haut tableau de Ligue 2 ce que ça va donner.
il y aura les soucis économiques aussi, je pense, parce que c'est vrai que s'il y a C'est rien. une petite offre pour Cafaro avec le Oui. salaire qu'il a, c'est vrai qu'ils ont peut-être aimé le vendre et prendre quelqu'un d'autre. Donc voilà, après, je suis d'accord avec Albert sur la rotation, ça c'est sûr. Mais est-ce que Aka va suffire en piston droit aussi? Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Je crois qu'on a le chat. Moi, je serais tendance à dire qu'Aka vaut mieux le laisser dans la défense. Ouais, non, mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que je pense que ouais, ils vont chercher un profil vraiment piston droit. Je pense. Enfin, voilà. Oui. Ah, on aurait peut-être le chat. Alors, moi, j'ai J'aurais surtout peut-être une une question remarque pour le du chat. chat. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont pensé du match de Cafaro ou même de son évolution. Je voulais leur dire qu'ils n'hésitent pas à interagir avec nous. Je serai là pour lire leurs commentaires et on pourra débattre avec les viewers qui sont présents sur le live. Parfait. Non, bah après, en soi, dans la rotation, il va falloir forcément trouver quelqu'un, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sa performance, en soi, les gens, ils vont retenir quoi? Ils vont retenir que tu as mis un but, que tu as fait un corner qui a été décisif. Donc, en soi, les gens, ils vont retenir quoi? Ils vont dire, oui, c'était du positif, mais si tu prends vraiment dans le profond, c'est pas que du positif. Ah, non, Faut son match est voir positif. Non, son Melvin, match tu est peux positif. pas. Tu peux pas Tu dire ne peux pas retenir que le meilleur. Il faut aussi voir. Faut faire une analyse complète. Il faut voir que les matchs, les performances, c'est pas une nuance de il a tout réussi, il a tout raté. Les matchs, c'est pas des stats. Non, pas les stats, juste. Et je suis d'accord, mais Albert, ce n'est pas des stats. Je parle de performance. Je pense juste que Cafaro a fait un bon match. Je suis désolé, il était. Ah bah si, bah justement. Je suis pas d'accord. Il a fait un match moyen. Il a fait un match correct. Ah, attendez, Albert, parce que je crois qu'il y a Quentin qui a une petite. Eh ben, il y a ça le chat, tombe bien, justement, Albert. on va relancer. Ça tombe bien, Albert. David est d'accord avec toi. Il a trouvé que Cafaro a fait un très bon match. Ah, très bon, peut-être pas, mais non, mais il faut voir le contenu du match et pas seulement ses statistiques. Il a été, pour moi, comme je l'ai dit, il s'est battu, il a fait en sorte d'être disponible sur son côté droit, il a tenté. Pour moi, j'estime que le meilleur homme du match, mais ça n'engage que moi, c'est mon conduit. C'est sa rentrée, j'estime qu'il a tout changé. Mais derrière, sur les titulaires, les 11 titulaires, j'estime que c'est Cafaro qui, par la hargne qu'il a toujours manifesté pendant ce match, mérite des louanges plutôt que s'attacher sur des statistiques, d'autant plus qu'il a marqué un but. Et quand on marque un but, fatalement... on peut être content quand même. Voilà, on peut être content quand même. Et puis même, Ouais. c'est un joueur quand même qui fait des appels de pied depuis quelques temps en conférence de presse, d'après-match, tout ça, en disant que lui, pour lui, si la SS lui dit reste, il reste, quoi. Il l'a dit encore après le match, il l'a dit que si la SS veut de lui l'année prochaine, il dira pas non. Alors certes, pour certains, le salaire est peut-être un peu élevé et on verra ça plus tard, financièrement, ça sera autre chose. Mais le joueur en lui-même, pour moi, il doit faire partie de cette équipe si on veut remonter. C'est un joueur qui a les qualités pour faire remonter la SS l'année prochaine. Oui, Bastien, je suis formel sur ça. Écoutez, en tout cas, au moins. Non. Et puis à Saint-Étienne, on aime ce genre de joueur qui ne lâche rien, alors des fois ils sont énervants, certes. Tu as raison, Adrien, de dire que contre le Havre, on lui aurait pris la tête et on lui aurait mis un coup de boule. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est un joueur qui n'abdique jamais, et ça, c'est pas courant non pas. C'est pas courant. C'est le public adore, et moi aussi. Bon, si tout le monde, c'est vrai que si vous l'adorez, écoutez, messieurs, en tout cas pour ce focus, c'est terminé. On va passer au dernier sujet du Before avec une excellente nouvelle. Et oui, les Amazones montent en D1. Arkema, c'est officiel. Malgré la défaite, malgré la fin de leur série incroyable, eh bien, les Amazones ont concédé la défaite. Albert et Melvin, qu'en avez-vous pensé?
Oui, Walid, vas-y. Ouais, je vais commencer. Écoute, c'est assez marrant quand même que ça soit sur une défaite qu'elle monte. Parce que bon, gagner autant de matchs et sur la défaite monter, c'est assez. On peut rien que le voir sur la photo d'après-match. On le voit que les joueuses sont mi-contentes, mi-énervées. On voit une Caputo qui fait la gueule parce que elle est dégoûtée d'avoir perdu, mais d'un autre côté, bon, elle doit se dire quand même, voilà, on monte et c'était l'objectif principal. Mais ouais, c'est clair que quand tu vois de toute façon le match, quand tu vois le match, on pouvait pas gagner. Et rien ne voulait, Ah ça oui, ne voulait pas rentrer. 2 pénaltys, une barre, deux 5 pénaltys face à ratés. face, Deux 2 pénaltys pénaltys ratés. ratés dans le même Deux match, pénal- en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Deux pénaltys ratés. et beaucoup de face à face. Comme le disait Élise Legroux, elle le disait, elles ont eu 5 ou 6 face à face avec la gardienne ratés. Donc c'est dire le nombre d'occasions qu'ont eu les Vertes et elles n'ont pas réussi. Elles ont marqué en fin de match pour le 2-1. Elles ont même marqué pour le 2-2 à la 90e. Mais bon, hors jeu, voilà, ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, c'était pas un jour pour. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, je pense, le plus important, c'est quand même cette montée et voilà, hein, Oui, cette série et cette montée, quoi. tu as tout à fait raison. Il ne faut pas galvauder cette saison par rapport à cette défaite. Parce que je rappelle, c'est 15 victoires d'affilée en deuxième division et c'est le deuxième meilleur résultat en féminine en deuxième division. D'accord, 17 matchs sans défaite, c'est aussi le deuxième meilleur résultat. Là, par contre, à égalité avec Albi 2013-2014. Donc, c'est une saison exceptionnelle. Sur ce match-là, on avait 2 filles suspendues. Je ne sais pas si Faustine Bataillard, qui était devenue une titulaire indiscutable, et également Phonesia Braun, qui n'était pas là parce que suspendue. Donc, ceci n'explique pas cela. Mais Montauban était 4e. Donc, ce n'était pas non plus une petite équipe. Oui, Même si on avait plus de 20 points d'avance sur elle, ce n'était pas non plus une petite équipe. Donc, il n'est pas non plus, comment dirais-je, infamant de perdre chez le 4e. Hein. D'autant plus que Marseille n'ayant pas gagné, merci Evian Tonon-Gaillard qui n'a pas faussé le championnat, hein, alors qu'eux non plus n'ont rien à gagner, elles non plus, pardon, n'avaient plus rien à gagner. Elles sont venues faire 2-2 chez nous et elles ont fait le même résultat à Marseille. Donc merci à elles. En fait, voilà, c'est un match bizarre, oui, de pénalty ratés, mais la conclusion est fantastique. Remonter en D1 seulement un an après être descendu, chapeau les filles. Chapeau les filles. Et je pense qu'on peut mettre à l'honneur, je ne sais pas si ce que tu en penses, mais on peut mettre à l'honneur à cette occasion une fille qui, à mon sens, mérite toutes les louanges, ou en tout cas représente au mieux cette équipe, c'est sa capitaine. Oui, c'est clair. Voilà. Je vais juste demander à Adrien. Adrien, toi, tu les as suivis un peu? T'as quoi comme rapport, toi, avec les féminines de la SS, à peu près? J'ai suivi de très loin cette année, là, je vous avouerai. J'ai vu toutes ces victoires de suite. J'ai vu qu'elles montaient. Après, sur Nantes, je les avais rencontrées une fois. Je les avais pas beaucoup vues, les féminines. Après, je sais qu'elles font souvent le yo-yo, que c'est compliqué aussi de monter en D1 et de garder un effectif. C'était à chaque fois quand on en a parlé, c'est difficile de garder les joueuses qui sont souvent convoitées du coup parce qu'elles font une bonne saison. Et après, c'est dur de recréer un effectif et se maintenir. Donc voilà, je pense que ça va être l'enjeu de cette intersaison et ça serait bien qu'elle reste un petit peu longtemps en Ligue 1. Mais c'est une très bonne chose pour la SSE. Le club veut de plus en plus en parler aussi des filles, de plus en plus faire le lien avec les hommes et avec les supporters aussi. Donc pareil, s'il y a plus de supportrices et supporters qui peuvent aller les voir, c'est cool et voilà, et c'est une très bonne chose pour elle et le club. D'autant plus que pour la première fois de l'histoire du club, les féminines joueront à un niveau supérieur à celui des garçons. Ouais, c'est vrai. Jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé, donc c'est tout à leur honneur. Et cette capitaine, Élise Legroux, c'est quand même une fille qui a apporté énormément à cette équipe. Et
qui est nommée capitaine alors qu'elle vient d'être recrutée. Elle venait de Le Havre. Elle avait passé 2 ans aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été capitaine, nommée capitaine par l'entraîneur, parce qu'elle sait parler anglais. Et que donc, dans cet effectif, il y a un certain nombre de joueurs étrangères, américaines notamment, et nigérianes. Ce qui fait que pour communiquer avec elle, il fallait savoir parler anglais, avoir bien évidemment une forte personnalité. C'est exactement le cas d'Élise. Et ce qui fait qu'elle a été nommée capitaine alors qu'elle vient d'être recrutée. Mais elle a quand même un parcours qui est intéressant. Elle est championne d'Europe des U19 avec l'équipe de France. Donc en jeune, elle a quand même réussi à percer. Bon, elle a la particularité d'être partie effectivement 2 ans aux États-Unis. Donc elle est vraiment un parcours atypique. Donc voilà, s'il y a une joueuse qu'il fallait mettre en avant cette fois-ci, pour une défaite, c'était bien sa capitaine qui représente tout ce que l'équipe a su mettre en place pendant un an, quoi. Donc elle a aujourd'hui le 2e temps de jeu de l'effectif, en D2, pardon, derrière la gardienne. Et la gardienne, elle sort quasiment jamais. Et elle a aujourd'hui plus d'importance qu'une joueuse qui est enfant du club, qui est là depuis très longtemps, comme Ninon Blanchard, qui aurait dû être d'ailleurs désignée capitaine normalement. Elle est vice quand même. Elle est vice-capitaine, effectivement. C'est tout aussi important qu'elle n'en ait pas pris ombrage. Parce que quand tu viens, voilà, tu viens dans un nouveau club, quand on te nomme capitaine, effectivement, l'entraîneur était aussi nouveau, donc il avait aussi peut-être envie de mettre sa marque et dire je suis nouveau, donc je m'impose et je nomme capitaine celle qui, selon moi, la mérite le plus. Et puis il la connaissait, ça c'est important. Oui. Élise Legroux a déjà été entraînée par Laurent Mortel dans sa carrière avant d'arriver à la Saint-Etienne. Laurent Mortel était son entraîneur il y a quelques années. D'accord, non, J'ai mais pas le- ça exprime bien que c'est une joueuse qui sait faire le lien entre les anciens et les nouvelles, entre les milieux de terrain, entre la défense et l'attaque. Ça a été donc le ciment de cette équipe. Et puis, elle est toujours d'humeur joyeuse. Je ne sais pas si vous le ressentez dans les photographies, dans les photos ou dans les vidéos. Voilà. Une tête bien faite sur les épaules et elle a su mener l'équipe de la meilleure des façons avec des résultats exceptionnels. Donc voilà, je suis impressionné, admiratif de ce qu'elle a fait cette année, en même pas 6-7 mois de présence au club. On a l'impression même que ça fait 10 ans qu'elle est là. Donc franchement, C'est sûr. C'est sûr, puis en plus, c'est ce qu'on peut dire, mais pour une fois, là, elles vont monter parce qu'elles ont fait une saison. La dernière fois qu'elles sont montées, administrativement au bout de 6 matchs. C'était différent. Elles n'avaient pas créé un collectif. Là, c'est ce que disaient Élise et Ninon hier sur TF7. Elles le disaient très bien, comme quoi elles ont créé un collectif. Elles ont créé des amitiés fortes. un groupe. Un vrai groupe, une vraie envie de gagner, et c'est ce qui a fait que elle retournait chaque semaine au combat. Elle se remettait la tête dans le droit chemin chaque semaine pour que le match suivant soit un combat et pas une victoire déjà acquise, quoi. C'est clair que c'est ce qu'elle disait. Et puis d'avoir fait une saison entière ensemble, est-ce que ça va pas les aider à monter et à avoir et à essayer de réduire cette marche qui paraît haute, malgré que si on regarde quand même la saison dernière, elles ont joué beaucoup de malchance en D1 Arkema, et ça a causé beaucoup de problèmes, en tout cas. Il y a eu pas mal de malchance quand même en D1 Arkema, malgré que le niveau était un peu haut. Ça, c'est sûr. Bon, bah. Alors, juste une dernière chose, par contre. Juste une dernière chose. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, elles ne sont toujours pas championnes. D'accord? Et ce qui veut dire que les 2 derniers matchs de la saison sont très importants, dans la mesure où, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 groupes en D2 et est nommée championne la première des 2 groupes en fonction de leurs résultats sur les 6 premières de leur poule. D'accord? Et à ce niveau-là, on sait que c'est Lille qui est première de l'autre groupe, avec 19 points si on ne prend en compte que les résultats face aux 6 premières. Même nombre de points
que Saint-Etienne, sauf que sur les 2 dernières journées, l'ASS va jouer contre 2 équipes du top 6 et Lille qu'une seule. Donc ce qui veut dire que Lille ne peut prendre que 3 points de plus et l'ASS théoriquement 6 de plus. Donc ça veut dire que les 2 derniers matchs ont une réelle importance pour le titre de champion de France de D2 que l'ASS féminine n'a jamais remporté. Donc c'est un vrai objectif et donc ça veut dire que il y a 2 matchs, super matchs encore à jouer. La saison n'est pas terminée. Écoute. Écoute, on leur souhaite vraiment d'être championne de D2. Messieurs, on va passer du coup au Before. Adrien, je crois que malheureusement tu vas devoir nous quitter. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Écoute, Merci ce fut un plaisir en tout cas. Merci pour ta présence. En tout cas. Merci Ça fait pour un plaisir. l'invitation. Continuez bien, c'est bien ce que vous faites, c'est très bien même. Vous êtes passionné, ça se sent et c'est cool. Vous avez en plus une vraie encyclopédie de la SSE, bien plus que moi. Et voilà, c'est agréable. Et continuez bien, du coup, finissez bien cette émission et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci en tout Bonne cas, soirée, Adrien. À bientôt. Merci, bonne soirée. Et la porte sera toujours Ça ouverte. marche. Allez, ciao les gars. Bon courage, continuez bien. Ciao. Merci. Merci, Adrien. Ciao. Écoutez, il est l'heure que Quentin revienne parmi nous, cette fois-ci avec en plein totalement avec nous. Le bon Changement, conduit, effectivement. Le bon conduit du. C'est la rentrée. C'est la rentrée de Pintor. Le bon conduit du chat, voilà, la vision. Voilà. Oh non, C'est la rentrée de pourquoi tout de suite. Non, bon conduit. Bon conduit. Non, Fais son bon entrée. conduit. Le bon conduit du chat, voilà, tranquillement, Voilà, tu joues dans le fauteuil. Ton surnom, Voilà. tu peux tout trouver. Voilà, le bon conduit du chat. Et voilà. On passe du coup. Donc à ce Before, Laval Saint-Etienne, samedi qui va arriver, ce sera à 19h. Ce sera sur Amazon Prime ou alors sur la chaîne L'équipe, qui sera rediffusée, donc qui sera diffusée gratuitement. Donc pour tous ceux qui n'ont pas Amazon, c'est une bonne nouvelle, hein, vous pourrez profiter d'un match gratuit. Effectivement, commenté par Yohan Ryu. Voilà. Mais pour ça, avant tout, pour vous présenter, il nous faut un petit historique des rencontres. Albert, la piste est à toi. Merci bien. Alors, sur l'historique des matchs contre Laval, il faut savoir déjà, même si vous n'étiez pas né, Laval était une équipe qui a eu son heure de gloire dans les années 1970-1980, avec 13 saisons consécutives en D1, avec même une campagne européenne en 1983-84 ou en Coupe de l'UEFA, où les Mayennais ont eu comme un résultat important d'éliminer le Dynamo de Kiev au premier tour de cette compétition. Ils ont été relégués en D2 en 1989 et depuis, ils naviguent entre la D2 et le national. L'AS Saint-Etienne, qui est le Stade Lavallois, se sont affrontés 37 fois, 16 victoires, 13 nuls et 8 défaites pour les Verts, 44 buts pour, 34 contre, depuis le 4 décembre 1976, date de leur premier match. Par contre, leurs 13 dernières confrontations ont eu lieu en Ligue 2. 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 18 buts pour, 13 contre. À l'extérieur, le bilan est beaucoup plus contrasté pour l'AS Saint-Etienne parce l'AS Saint-Etienne ne compte qu'une victoire, 9 nuls et 8 défaites. Et les Verts ne sont jamais imposés à Laval en D2 ou en L2, 3 nuls, 3 défaites. Ils restent même sur 3 défaites consécutives. Donc les résultats ne sont pas aussi positifs qu'on veut bien le dire. Les joueurs liés aux deux clubs, 15 joueurs de l'ASS ont commencé leur carrière en vert contre Laval. On peut citer le tout premier, Jean-Luc Fournier, qui n'a pas eu une carrière exceptionnelle, parce que ce n'est pas Laurent Fournier, mais c'est son homonyme, Jean-Luc. Ou encore un joueur que j'adorais, Mustapha El Adaoui, Philippe Tiboeuf, Fabien Boudaren, et les deux derniers... Ah, mais est-ce que vous les connaissez, les deux derniers? Ah, ça veut dire que c'est des joueurs plutôt récents. Ah bah Madi oui. Camara. Non. Ouais. Non, Non. encore plus récent.
les 2 derniers à avoir commencé leur carrière en vert contre Laval. Et je vous donne un indice. Ah, c'est cette attends, année. attends. C'est cette année. Oui, Donc, oui, contre Laval. Attends, il y avait Gaëtan Charbonnier. non, Non. Gaëtan Charbonnier a commencé contre Annecy. À Annecy. Ah, attends. Nkunku. Non plus. Nkunku. Non plus. Non. Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur, effectivement, son Oui. premier match Et Denis en vert. Sapia. Et Denis Sapia sont les 2 derniers à avoir débuté avec les Verts contre l'AS Saint-Etienne. Ouais. Et oui, 2 Stéphanois ont marqué leur premier but en vert contre Laval. Il s'agit d'Étienne Mendy et Zoumana Camara. 32 buteurs stéphanois différents se sont illustrés contre Laval. Dominique Olagnier, Jean-Marie Elie, Samba Ndiaye et Dominique Rocheteau ont inscrit un doublé contre cette équipe. 19 joueurs ont porté les 2 maillots, parmi lesquels on peut évoquer le gardien André Castel, Fousseni Diawara, les milieux Stéphane Pedron, Fousseni Diawara évidemment est un défenseur, les milieux Stéphane Pedron, Ivan Neyou, il a été formé à Laval. A également joué à Laval, ou les attaquants Frédéric Mendy et Romain Mouma a également joué à Laval. Les matchs marquants entre les 2 équipes, le premier Laval ASS a lieu donc le 4 décembre 1978 et il s'est soldé déjà par une défaite 3-1. Pourtant, à cette époque-là, en 1976, le 4 décembre 1976, étaient présents tous les finalistes de la finale de 1976 à Glasgow, sauf Jean-Michel Larquet qui était remplacé par Jean-François Larios. Donc il y avait la grande équipe et pourtant le premier match a été soldé par une défaite. En face, il y avait un Lavallois qui était sur un nuage, un certain Jackie Vergne qui avait inscrit un triplé en deuxième mi-temps. Dominique Battenet réduisant le score. La seule victoire stéphanoise en terre lavalloise a eu lieu le 24 août 1979, 3-2, grâce à un pénalty de Johnny Rep et le fameux doublé de Dominique Rocheteau. Laval et l'ASS se sont rencontrés qu'une seule fois en Coupe de France. C'était un match aller-retour en 1982. Les Verts l'avaient emporté 1-0 à Geoffroy Guichard, grâce à Jean-François Larios, et ils avaient réussi à repartir de la Mayenne avec un score de 0-0, qui les a qualifiés donc en demi-finale de cette compétition. La plus grosse défaite de l'ASS à Laval s'est produite le 18 juillet 1987 pour la première journée du championnat de France, 4-0. Il s'agissait du premier match de Robert Arbin qui avait fait son retour donc en 1987 sur le banc stéphanois. Heureusement, il a fait une bien meilleure saison que ne le supposait cette lourde défaite, puisque son équipe a terminé 4e du championnat de France de D1 à la fin de la saison, et aucune équipe stéphanoise n'a fait mieux depuis, seulement égalée en 2014 et 2019. Pour l'anecdote, dans l'effectif lavallois jouait un certain, est-ce que vous pourriez deviner, un certain père d'un futur joueur. Charbonnier. Alors, non, c'est un certain Pierre Aubameyang, dont son épouse donnera naissance en 1989, de Pierre-Emerick, qui est donc né à Laval. Donc, voilà, donc petite anecdote bien sympathique pour terminer cet historique. Nous allons maintenant aborder ce match ensemble pour savoir si l'ASS peut espérer faire quelque chose à Laval. Oui, et pour ça, du coup, on va commencer par un petit rapport de forme pour essayer de voir les statistiques actuelles. Donc, pour l'AS Saint-Etienne. Alors, l'AS Saint-Etienne, c'est la 4e équipe en état de forme, donc sur les 5 derniers matchs, avec au total donc 2 victoires, 1 défaite, 1 match nul, et dernièrement, la victoire contre Guingamp. 11 buts marqués, mais malheureusement aussi un des problèmes stéphanois, 8 buts encaissés. Les meilleurs buteurs, vous les connaissez, Jean-Philippe Crasso avec ses 16 buts et Ibrahim Awadji avec ses 10 buts. À l'extérieur, l'AS Saint-Etienne, c'est la 9e équipe du championnat. Donc une équipe qui arrive plutôt à faire de bonnes performances avec 5 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites. C'est la 3e attaque à l'extérieur avec 26 buts marqués. Par contre, ce qui fait toujours défaut à l'AS Saint-Etienne, c'est sa défense. La 18e à l'extérieur, 26 buts encaissés. Pour Laval, on est plutôt sur une équipe qui certes joue le maintien, mais en termes d'état de forme, ils sont 12e avec, ils ont fait 2 défaites, 1 victoire, 1 défaite, et là ils viennent de gagner récemment samedi contre Bastia.
une victoire de buts à 1. Ils ont marqué 5 buts, mais en ont encaissé 7. Des stats plutôt défavorables. Les meilleurs buteurs, ils ont Magliotti avec 7 buts. Et derrière, ils ont 2 buteurs à 6 buts. C'est Neji et Elisor. À domicile, le Stade Lavallois, c'est la 15e équipe du championnat. C'est une équipe qui a des stats vraiment déséquilibrés en termes de réception. Puisqu'elle possède 7 victoires, 2 matchs nuls. Et là, la stat peut être bonne pour les Verts. Elle a 8 défaites à domicile. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de mal à trouver à avoir des points chez elle. C'est la 6e attaque, 23 buts marqués. Mais aussi une de ses, sans doute une bonne force, c'est la 9e défense, des stats plutôt très équilibrés, 23 buts encaissés. Messieurs, face à Laval, est-ce qu'on peut dire que c'est un match qui compte pour du beurre? Quentin? Eh ben, moi je dirais non, parce que même si c'est un match où il n'y a plus trop d'enjeux, enfin il y a toujours le match 1, mais bon, c'est vrai qu'on s'y approche de plus en plus. Et si, parce qu'il y a toujours le mental des joueurs, ça joue sur le mental des joueurs. Sortir victorieux d'un match, ça va relancer une bonne dynamique, surtout les derniers matchs qu'on a fait, à part Guingamp, on ressort avec la victoire, on était sur 2 faux pas. Et c'est vrai que ça va nous remettre dans le bain et nous faire gagner un peu de confiance en nous. Albert? Pour moi, c'est surtout pas un match qui compte pour du beurre, parce que je pense que Laurent Bantless peut motiver ses joueurs à aller chercher un objectif qui peut vous paraître farfelu, qui peut vous paraître plutôt déconnant, mais très sincèrement, dans les 4 derniers matchs, il y a, à mon sens, la 5e place à aller chercher, puisqu'il n'y a que 6 points de différence avec Sochaux, qui est 5e. Franchement, je pense que ce serait une belle performance. Jamais vu, je peux vous le dire déjà tout de suite, jamais vu qu'une équipe qui est 20e à un moment donné du championnat, et notamment largement 20e après les matchs retour, se retrouve 5e à la fin des matchs, la fin du championnat. Le meilleur résultat, c'était Monaco, qui avait 11 points au bout de 16 journées et qui a terminé 8e, grâce aussi à un bon recrutement. Donc là, il y a un vrai objectif. Et j'espère, je pense que, je suppose que Laurent Batles saura les motiver pour aller chercher ce qui serait pour moi un résultat extraordinaire, parce que terminer 5e après le championnat qu'on a connu, franchement, ça ne peut que les surmotiver pour l'année suivante. Parce que si on finit 5e, on a commencé 20e, eh bien, avec une équipe bien renforcée, le résultat que ça peut donner. Hein. Donc non, c'est pas un match pour rien. Très bien. Bon, Melvin, est-ce que tu vois un match pour du beurre? Non, c'est pas un match pour du beurre, parce que comme dit Albert, il y a un objectif et ça reste intéressant, parce que même pour faire venir des joueurs, hein, c'est toujours mieux de dire que tu as fini 5e que tu as fini 8e. Alors c'est quelques places. C'est clair que niveau financier, ça t'apporte rien du tout quasiment en Ligue 2, de finir entre la 8e et la 5e place. Mais pour ta mentalité, pour continuer à être dans une bonne mentalité pour l'année prochaine, c'est le mieux d'essayer d'aller chercher le plus haut. Et de toute façon, c'est ce qu'ils répètent depuis plusieurs matchs, qu'ils vont prendre les matchs après match et essayer de prendre le plus de points pour finir le plus haut possible. Et je pense que le discours n'a pas changé, même si le maintien est assuré. Maintenant, le but, c'est de faire le maximum pour finir, pour donner du bonheur à tout le monde et finir le plus haut possible. Et c'est clair que la 5e place serait top, quoi. Justement, je vais totalement dans votre sens. Pour moi, c'est pas du tout un match pour du beurre. Parce que, il faut le rappeler aussi, Laval est une équipe qui, à l'heure actuelle, quand on prend le classement de Ligue 2, ils sont relégables. Ils sont à l'heure actuelle, si le classement s'arrêtait là, ils seraient relégués en national. Donc, c'est pas un match pour du beurre déjà pour le Stade Lavallois, qui joue sa survie, et même pour nous, on doit jouer notre rôle en tant qu'arbitre quand on joue ce genre d'équipe. On doit le jouer à fond. On ne doit pas faire de cadeau, même si on joue, on est à l'extérieur. Et puis même, encore une fois, moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit Albert,
dans l'idée d'aller chercher cette 5e place, mais même dans l'idée, moi, c'est de finir invaincu jusqu'à la fin de la saison. Il reste quoi? 4 matchs à tout casser. 4 matchs, tu finis sur 4 matchs où tu es invaincu, où tu n'as pas perdu, au moins. Faut jouer les matchs à fond. On n'est pas venu là, le tourisme, c'est au mois de juillet. D'accord? Enfin, c'est début juin à peu De toute près. façon, il n'y a rien à visiter à Laval. Hein. Donc, Oui, voilà. Faut pas venir. Non, mais il faudra surtout pas venir pour faire du tourisme. C'est pas le moment pour faire les boutiques de lait. Là, c'est le moment pour justement, c'est le moment pour montrer aussi que la Saint-Etienne, c'est un club qui reste sérieux, malgré sa saison, qui pourtant, on pourrait dire, on est fini. Ah non. On n'a pas fini notre saison. On est encore là, on va faire mal jusqu'au bout. On a notre rôle d'arbitre à jouer dans cette lutte pour le maintien avec ce match-là. Eh bien, on va jouer jusqu'au bout et on va respecter les adversaires. Parce que pour moi, venir en touriste et laisser les adversaires gagner, c'est un manque de respect tout simplement. Donc on ne vient pas en touriste, on vient respecter l'adversaire et on jouera le match de jeu à fond. Si on doit gagner, on gagnera. Si on perd, on doit perdre, mais on doit le perdre en ayant joué notre match à Je fond. suis totalement d'accord avec toi, Bastien. Et si je peux me permettre de refaire le mot conduit du chat, Colin nous dit qu'il est important de repartir avec au moins 1 point pour la confiance. Finissons le travail. Et David, lui, est formel. C'est 3 points. Il faut aller les chercher. Ils ont raison. Ouais, très bien. Très bien. Deux Bon, bonnes écoutez, analyses. c'est très bonne analyse en tout cas. Écoutez, messieurs, on va se poser aussi une autre question sur du coup cet avant-match. C'est toujours la question de l'entrejeu. Parce qu'on l'a bien vu, il y a quand même Bouchoirie, il y a Mouefek, qui a fait un très bon match contre Guingamp, on peut l'oublier. Oui. Albert, n'hésite pas, j'ai trouvé que moi qu'il a été plutôt bon. Très bon On a match. aussi Dylan. Si tu Moi, me tapes sur les doigts sur Cafaro, tu peux pas me taper. Tu peux pas me dire très bon match de mon Tu Mouefek. tu ne touches pas à Aymen Mouefek, ça t'as pas le droit d'y toucher. Tu ne touches pas à Cafaro. Mais ça, c'est pas un problème. Il y en a qui seront d'accord avec moi là-dessus. Mais enfin, donc on est d'accord, il y a Bouchoirie, il y a Mouefek, il y a Victor Lobry, qui est un peu en dedans, mais on sait jamais, peut-être ce match-là pourrait le relever. Il y a Lamine Fomba, il y a Thomas Monconduit, mais pas oublié dans l'équation, il y a Dylan Chambaud, Qui revient bien, oui. qui revient un peu mieux. Donc il peut peut-être se taper à la porte, il suffit que les séances d'entraînement pour lui soient bien productives, il peut taper à la porte d'une titularisation. Donc messieurs, quel entrejeu vous voyez? Je vais commencer par, tiens, Belvin, tu m'as chauffé, à toi d'y aller. Il n'y a pas de souci. Déjà, on peut écarter Fomba, parce que Oui, il est suspendu, si je me trompe pas. Donc, Tu as raison, il est suspendu. Ah, effectivement, oh là, j'avais oublié qu'il était Il est suspendu. suspendu. Quelle erreur. Donc du coup, pour moi, mon numéro 6, ça sera mon conduit. Il n'y aura pas d'autre solution dans tous les cas. Mouefek, oui, par son bon match et son but, doit continuer s'il est apte à continuer, bien sûr, parce que ça reste sa condition physique qui est le plus important dans ce joueur. Et à côté de lui, écoute, avec une entrée plutôt intéressante et plutôt correcte, et comme le disait Adrien tout à l'heure, c'est un joueur on a des joueurs qui font des mauvais matchs, puis des bonnes entrées, puis après un bon match. Je reverrais bien un petit Bouchoirie, lui redonner sa chance, voire sur un match complet, parce que Victor Lobry ne m'a pas donné satisfaction. Et après, Dylan est peut-être encore un peu trop juste. Lui donner autant de temps de jeu, voire un peu plus, pour la fin de saison, c'est très bien, mais peut-être pas une titularisation tout de suite, je pense pas. Ok, Quentin, qui c'est que tu as dans l'entrejeu? Moi, je suis totalement d'accord avec Melvin. J'aurais mis pareil. C'est vrai que du point de vue de Lobry et Chambaud, j'ai du mal à les voir titulaires. Moi, je préfère Lobry. C'est vrai que je préfère quand il rentre en super sub. Et puis Chambaud, on voit aussi que les derniers matchs en super sub, ça aide pas mal l'équipe. Ça remonte bien les scores quand on est dans le mal. Et puis du coup, mon conduit qui revient de blessure, qui a une bonne vision de jeu. Et Mouefek Bouchoirie qui une bonne alchimie. Et Mouefek qui a marqué le dernier match. Donc, il peut que être sur des ondes positives. Et voilà, ça devrait bien se passer. Ok, Albert, qui vois-tu dans l'entrejeu? Les titularisations de mon conduit
celle-là est évidente. Oui, Mouefek, il vient de marquer, comme vous l'avez dit, son premier but depuis le début de sa carrière en 2018, donc c'est pas rien, hein. D'ailleurs, je pense que vous avez bien remarqué son émotion quand il a marqué ce but, hein. Il faisait plaisir à voir. Donc oui, je pense qu'il sera titulaire. Après, ça se jouera effectivement entre Bouchouari et Lobry. Je pense que malgré deux très bonnes entrées de la part de Chambaud, parce que c'est lui qui débloque la situation à Rodez, hein, ça passe décisive, peut-être involontaire, mais décisive quand même face à Rodez, plaide en sa faveur. Mais malgré tout, je pense que ce serait Bouchouari qui doit un peu se faire pardonner de son dernier match raté à l'extérieur à Rodez. C'est quand même lui qui sait bien porter le ballon, donc oui, je pense qu'il sera titulaire. Enfin, moi, vous me connaissez, je l'aime bien, donc tant mieux. Pourquoi pas. Il y a une dernière petite chose, une dernière aparté. Je viens d'apprendre, on a appris par les dernières nouvelles que notre ami Anthony Briançon avait repris l'entraînement collectif. Est-ce que ça suffira pour qu'il soit titulaire dès le match contre Laval? On le verra en fin de semaine. Mais ça posera alors à ce moment-là la question de quelle défense et où mettre Apia à ce moment-là, voire So. Voilà. Non, mais on est d'accord que si de toute façon Briançon est apte, c'est le Seydou So qui saute. Hein. Il n'y a pas. Ça risque. Voilà. Ça risque d'être ça, voilà. Hein. Désolé Melvin, hein, et désolé à tous ceux qui l'aiment, hein, mais malheureusement, c'était comme ça la dernière fois qu'il y avait eu ce choix-là. Moi, pour le milieu de terrain, j'ai envie de croire à l'inattendu. Je me dis que pourquoi pas. Déjà, on est sûr que mon conduit sera titulaire, mais du coup, j'ai envie de voir Mouefek, parce que la continuité, il m'a bien plu contre Guingamp. Je trouvais que ça a été un des meilleurs qui était titulaire. Et forcément, quand on dit s'attendre à l'inattendu, allez, on va le récompenser. Et c'est vrai que moi, je suis quand même pas mal tapé dessus en plus. Donc, Dylan Chambaud, est-ce que ce serait pas le moment justement pour le retenter? Est-ce que c'est pas justement le moment pour lui dire c'est le moment, c'est ta chance, faut y aller, faut la prendre. Tu joues Laval et c'est le moment. Et après, de toute façon, tu vas bien le voir. Si au bout de 45 minutes, il n'est pas du tout dedans, tu as 5 changements. C'est le moment de s'attendre à l'inattendu. Et c'est peut-être aussi un signal que tu peux envoyer à tes milieux de terrain. Et puis pour Bouchouari, c'est pas forcément une mauvaise chose. En le disant, écoute, s'il ne convient pas, de toute façon, allez, on te fait rentrer et t'apportes ce que tu sais que tu es capable de faire. Donc moi, j'ai envie de croire à l'inattendu. Et de voir Dylan Chambaud, Mouefek et puis sur le terrain en tant que titulaire. Pourquoi pas. C'est une possibilité. Voilà. Oui. On verra bien en tout cas. On verra bien ce que Batles nous prépare. Alors messieurs, on passe du coup l'instant Nostradamus, Madame Irma, boule de cristal. C'est l'instant où là, on est sûr de se planter. Ne nous faites pas confiance. Pariez l'inverse de ce qu'on va dire parce que vous êtes sûr au moins de gagner. Ne nous faites pas confiance, on n'a jamais réussi à avoir un truc juste. Donc au moins, voilà. Peut-être pour les buteurs, faut peut-être nous écouter et encore. Bon, alors, Laval Saint-Étienne, Albert, qui vois-tu? Victoire de l'AS Saint-Étienne, 2-1. Avec but à Crasso, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Donc ce serait bien qu'ils remettent la marche en avant là-dessus. Crasso et si je mets Wadji, ce serait un peu trop simple. Donc on va mettre qui n'a pas marqué encore, que j'aimerais qu'il marque, qui n'a pas marqué. Mon conduit. Ah oui, allez, bon conduit, parfait. T'as bien raison. Voilà, tu m'as donné la bonne information. Donc Crasso, mon conduit. Très bien. Quentin? Allez, moi je vais dire un 4-1. Je vais mettre un. Ah oui, toujours les gros scores, moi. Je vais mettre la grosse cote. Un doublé de Wadji, Crasso et allez, en dernier buteur. Je vais mettre Chambaud, sur une entrée de Chambaud. Pourquoi pas. Melvin? Alors, non, c'est bon. 3-1. Ça sera le score sera 3-1.
Qui je vois marquer moi, Oh, bah c'est bon, j'ai trouvé ton buteur déjà. Je vais être dans le simple, ça sera Wadji. Je vois bien Cafaro marquer. Et en dernier, alors ça va dépendre. Si Capi est titulaire, ça sera Capi. Si Capi n'est pas titulaire, ça sera Ah. Cédouceau. Le bon vieux Cédouceau. Voilà, T'as pas compris qu'il marquera jamais. Hein. bien sûr que si. Il marquera. Ah, il a déjà marqué. Hein, Il donc, croit encore. Oui, Il est capable de marquer. Oui, Pas oui, cette année en Ligue. Pas cette Il année. est Pas cette capable de année. marquer. Bah moi, messieurs, je vois une victoire de la Saint-Etienne, évidemment. Mais attention, tout de même, on va quand même galérer. On va bien prendre le premier but. Et puis même, on va faire un petit 3-2. Voilà, on va faire un petit peu à la Guingamp. Et on perdra 2-0 à la mi-temps et on va renverser totalement le match en seconde mi-temps. 3 buts en demi-temps. La Saint-Etienne totalement reboosté avec un but de Bouchoirie. Tiens, j'ai envie de le voir marquer. J'ai envie de voir aussi en tant que buteur, eh bien, si Capi est titulaire, j'ai vraiment envie de le voir. Sinon, Jean-Philippe Crasso. Et après, en dernier buteur, allez, Wadji. Forcément, le Wadji, il va encore Il y a le planter. chat, Je le sens. donc David nous a dit 2-0, victoire. Cafaro Wadji. Il a Et, pas de saut, parce que... Et, voilà. Et Colin C'est qui son est pas troisième du... buteur à saut. Voilà. Et Colin qui est pas du tout d'accord avec moi, il dit que je suis dans l'abus. Moi, je me trouve totalement posé. Et c'est quoi son. Très bien. Non, mais toi, tu es ambitieux, Quentin. C'est pas pareil. Tu es ambitieux. Tu es dans les ambitions. Eh bien, pour ça, bon bah, si jamais vous voulez nous écouter, en tout cas, si votre pari ne passe pas, ne nous en tenez pas compte. Hein, nous, on fait juste on essaie de faire notre travail en tout cas là-dessus. Et du coup, on passe au quiz avec ben, allez. Albert, qui a quelques joueurs à nous faire Vous êtes deviner. prêts? Alors, donc des joueurs à faire deviner, hein, comme d'habitude. Premier indice, il a Il n'y a débuté pas sa d'indice carrière. global? Ah si, pardon, vous avez raison, merci de me rappeler à mes obligations, Ah. évidemment. Quand même. J'allais dire. Et l'indice global, c'est Laval. De circonstances, Ah. évidemment. De circonstances, évidemment. Allez, premier indice, il a débuté sa carrière professionnelle à Monaco en 2013. Alors, à votre avis? Oula, Quentin 2013. Des idées? C'est le moment où je dois faire semblant que je bug là. Ouais, c'est ça. C'est le moment où on fait semblant de réfléchir généralement. Putain. Non, mais Oula. c'est une vraie bonne indication, ça. Ça m'intéresse. Ah oui, hein? En 2013, en plus, c'est assez récent. Ouais. Ah, Ah c'est oui, en préparant ce quiz que je l'ai découvert parce que je ne le savais pas non plus. Ah, Attends, du est-ce coup, qu'il ça joue va avec pas nous aider. Saint-Etienne à l'heure actuelle? Ça, c'est une autre question. Eh oh. Ah bah oui, c'est un indice que je Mais- vais pouvoir vous donner. Ouais, écoute, Albert, je tente. Pierre-Emerick Aubameyang. Non. Non. Non, non, il a commencé Et à l'AC surtout, en Milan. 2013, il était déjà à la Saint-Etienne. Rappelez-vous. Je sais, mais bon, vainqueur j'ai de la tenté. Coupe de la Ouais, Ligue. c'est... Attends. J'ai sorti un nom au hasard. Oh là, Il fallait bien. Johan Molo. J'allais dire non. Non plus. Non, il est déjà là, parce il que est c'est Ah pas bah son Yoann sport. Molo, pareil. Ouais, il est déjà à la Bah oui, SS. 2013 aussi. Tu m'as fait Oui, la il est même déjà à la chose. SS. Allez, Quentin Quentin. Ah, il y a Qui est David qui nous dit l'Arseneur. Ah bah non. Allez, je donne le deuxième indice. J'ai eu peur. Vous donne le deuxième indice. Il est parti à Caen pendant 3 ans et ensuite il est parti à l'étranger à Anderlecht pendant 3 ans. Attends, si, ça me dit quelque chose. Un joueur de camp qui est à Monaco. Forcément, ça me dit quelque chose. Putain, attends. Ah, Là, Anderlecht. c'est vraiment intéressant, là. Ah, Ah, c'est oui. vraiment intéressant, ouais. Il a une petite carrière hein, quand même, hein, notamment une expérience à l'étranger hein, pendant 3 ans à Anderlecht. Anderlecht, un club belge, hein, si je pense que vous Ouais. le saviez. Hein. Apia. Eh bien, c'est exactement Apia.
puisqu'il est parti ensuite à Nantes avant de jouer à l'AS Saint-Etienne où il est aujourd'hui. Et effectivement, il a commencé sa carrière à l'AS Saint-Etienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre Laval. Donc voici notre premier. C'est quand qu'il m'a. C'était Je ça, t'avoue le que c'est truc quand. de Laval. C'est quand qu'il m'a donné. Oui. C'est quand qu'il m'a donné. C'est quand qu'il m'a donné l'indice. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoirement un joueur qui a joué à Laval. Mais. Et ouais, parce que j'en avais trop, moi, dans mon Ouais, tête, oui. ouais. Tu m'as Allez, dit quand tu m'as dit qu'il a joué à Caen, ça m'a foutu un peu sur la piste. allez, Ouais, suivant. on a dû le savoir. Cette fois-ci, il a été formé à l'AS Saint-Etienne. Madi Ouais. Camara. Ah bah c'est trop facile. Oh Si putain, t'arrives. j'ai pas tout de suite, j'y ai pas pensé. Oh là là. Effectivement, Oh non. Madi Camara. Pourquoi Madi Camara? Parce qu'il a joué 6 mois Il a joué à Laval. Eh oui, Ok. il a fait un prêt à Laval pendant 6 mois et donc effectivement, il a été formé à l'AS Saint-Etienne. Ah, voilà. Donc, Quentin Madi Camara Je dit suis Rocky toujours là. Balboa. oui, Je vérifie, ouais. Aïe. allez, Ou Rocky Le Balboa, troisième. tu dis on a fait deviner. Hein. le troisième, un peu plus compliqué. Bah, connu, un joueur connu, hein, un peu plus compliqué, mais je pense que le premier indice ne va pas trop vous aider. Mais au cas où, hein, parce que moi je ne le savais pas non plus, il a commencé sa carrière à Saint-Brieuc. Ah oui, hein, c'est pas évident, pas évident. Hein. Gauthier Larsonneur. Non. Ah, Saint-Brieuc, c'est vrai que c'est côté de la Bretagne, tu as raison. Mais non. Donc ça doit être un joueur un peu plus ancien, je pense. Oula. Neyou Ivan Neyou, non. Et il a joué aussi à Laval. Je ne le savais pas aussi. Enfin, tu vois, j'avais oublié, mais non, c'est pas. Quentin, tu veux dire quelque chose Bah, peut-être il y a David qui a dit quelque chose. Pff, merci David, Allez. tu me sauves à chaque fois. Ouais, Il a vas-y. dit Bouanga. Ah, pas mal. Pas mal, mais non. J'ai eu peur. Oh non. J'ai eu peur, Oui, ouais. oui, non, mais c'est vrai. Pas mal. Mais Bouanga, il a débuté à Lorient, de mémoire. non Tour, ouais, Tour. Oui, Tours. Ah oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Tours. Oui, oui, oui. Donc, allez, indice suivant. Il a joué à Laval. Son deuxième club, c'est Laval. Ah, voilà, de toute façon, joueur de Laval, j'en ai pas 50. Quoi. Fousseni Diawara. Pas mal, mais non. Effectivement, Fousseni Diawara, non. Il n'a pas commencé à Saint-Brieuc. Fousseni Diawara était d'ailleurs formé à l'AS Saint-Etienne. Ouais, mais c'était pas non. Franchement, Alors, là, j'ai pas. non. Ah, tu Le vois chat pas, moi. Le chat, Le peut-être. chat, David, vite, David, Petite là, idée j'ai besoin de toi. Non, enchaîne. Alors là, troisième indice qui devrait pouvoir vous aider. Il est parti à l'Olympique Lyonnais. Ah bah Anthony Briançon. Ah non. Non, non, non. Oh, Tony Briançon. Non, mais n'importe quoi, c'est un immense. Ben si, dans ses jeunes années, il a commencé à l'OL. Tu reviendras. Mais oui, bon. oui, oui. Oui, mais bon, il est pas allé à l'avant. Ah oui. C'est Laval Essaye, d'abord. Hein. oui, Melvin, petite idée. David, il a dit quelque chose. Vas-y, Vas-y. Melvin avant. Mamadou Dabo. Non, non. Quel est le. Ah non, bah, il a dit non, il avait dit Baffé. Bafé Gomis Bafé Ouais. Timbi. Ah non, il a pas joué à Laval. Bafé Non. Gomis. Ouais, c'est pas ce que je me suis dit. Allez, Oh là 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 là. indice suivant. Il arrive à l'AS Saint-Etienne en 2000 jusqu'en 2005. Pichon. Non, Piquen, c'est 2005 justement. Ah, finesse. Pas 2004, enfin 2004, Ah ouais. 2004, 2004. Pas plus. Camara, non, Camara. Ah non, il était au PSG, oui. Oui, non. Il y a eu le Oh, PSG le pro. et oh. Eh, Non. oh. Ouais. Donc il fait Lyon-Saint-Etienne. Attends, Il fait 2000-2005. Lyon-Saint-Etienne. Il fait Lyon-Saint-Etienne. Il y en a pas 150 si on fait Lyon-Saint-Etienne. Oh Je crois que David là. Oui. Ah non. Vas-y, envoie David. Carteron. Patrice Carteron. Oh Effectivement. putain. Patrice Oui, Et Carteron. non, et non, c'était pas David, c'était moi qui l'avais. Non, je rigole, c'était David. Oui, effectivement. Patrice Carteron. Bien joué David.
Bien joué, David. Carteron, Non, est le joueur. Empêche un point à Bastien, c'est très très bien. Tu l'avais pas trouvé, toi non plus. Bah non, Non, c'est c'est pour vrai. ça, mais je savais que tu l'avais derrière. Allez, Ah non. le super banco du jour. Le Oui. super banco du Quentin jour. Le banco, il est pour toi? Non, Super banco du jour. moi j'observe, moi. Allez, je commence. Il a été formé à l'AS Saint-Etienne. Essayez. Tout va bien, hein? Essayez. Détends-toi, hein. Ouais, mais il y a cette pression de si tu te loupes sur le mot, il y a quelqu'un derrière qui peut te la choper, d'accord? Ah Oui. oui, mais bon. Vas-y, Melvin. Ah, vas-y. Alors, Ah, oui, ça y est, attends. ça ose même plus, ça ose même Ah, plus. mais- Ah, c'est devenu stratégique. Ça joue la stratégie. Stratégie perdante. Alors, En fait, moi, c'est l'indice commun que j'arrive pas à relier pour l'instant. Ouais, j'arrive pas à relier l'indice commun. ah, Parce que Allez, la santé. Soyons fous, non, parce qu'il est pas formé à Saint-Etienne. Perrin? non. Ah, non, J'ai il tenté. n'a jamais joué à Laval, Perrin. C'était quoi l'indice commun? Laval. Ouais, mais l'indice commun, c'est Laval. Donc, je sais qu'il a pas joué à attends. Laval, mais du coup, je me suis Il a pas dit contre forcément, Laval, un Il but. a- Voilà, il n'est pas forcément joué à Laval. Hein. Qui buff? Oui, mais c'est- Philippe Tiboeuf, non, mais pas mal joué. Parce que Philippe Tiboeuf, tu m'as lui, fait peur. non. Pas mal joué, J'y ai pas cru. pas mal joué, mais non. Non, pas Philippe Tiboeuf. Allez, indice suivant. Je Oui. vais vous donner la décennie, donc ça va peut-être David vous a... aider. Oui. David a encore dit Bridono. Ah non, Bridono de mémoire n'a... Ah si, non, de mémoire n'a pas joué à Laval. Si, il a joué à Laval. Ah non, je crois Il a pas. joué à Laval. Non, je suis presque Ah non sûr de moi. Non, non, Ah, senior. Oui, non, senior. ouais, senior, donc non, mais enfin bon, je peux aussi me tromper, hein. Mais non, pas... Non. Alors, il a joué son premier match à l'AS Saint-Etienne en 1972 et Oh là là. il a explosé. Pas pour Ah, moi. c'est l'indice qui va vous aider là. Il a explosé en 1974. Patnais. Non, mais c'est l'époque. Ah putain. Colin, il propose quelque chose. Oui, Larqué. Jean-Michel Larquet n'a pas joué. Enfin, Oh putain. de toute façon, oui. Jean-Michel Larquet n'a pas joué à Laval, mais même il n'a pas de. Enfin, je crois qu'il n'a même jamais joué contre Laval. Non. Puisque le premier match contre Laval, c'est 1976. Et il n'était pas, je vous l'avais dit d'ailleurs dans l'historique, Ouais. c'était le seul joueur non présent de la fameuse équipe 1976. Et je pense qu'en 1977, il n'y était pas non plus. Et c'est sa dernière année à la Saint-Etienne. Allez. Donc- Révéli. Non plus. Hervé. Non plus. Allez, l'indice suivant. Il a été international français à 49 reprises pour 15 buts. Oula. Sacré buteur, oh. Ah, c'est pas mal. Bah, bien Ya- sûr, ça n'a rien à voir. Mais Est-ce que c'est pas. Attends. David nous dit Beretta. Ah, Beretta, c'est plus tôt. C'est plus tôt, Beretta. Ah, encore que, effectivement, Beretta a fini en 74, fin d'année 74. Mais il a commencé à la Saint-Etienne en 1966. T'as dit combien c'est de pas- sélections? 49. 49. Ah non, c'est pas possible. J'allais dire. Farison. Ah non, Connerie. c'est plus tard. Plus Farison, c'est. Non, Farison, non, ça. Gérard Farison. Non. Dernier indice. Pas dernier. Qui devrait vous aider, je Bravo. pense. Dernier Ouais. indice. C'est le meilleur buteur stéphanois contre Laval. Rocheteau? Ah, Dominique, de son prénom. putain. Dominique Rocheteau, effectivement. Oh. Meilleur buteur avec Mesdames. 4 buts, dont un doublé, dont je vous avais parlé tout à l'heure dans mon historique. Effectivement, Dominique Rocheteau. Et si Oui. on écoute la rediffusion, je l'ai dit avant que tu dises meilleur buteur. C'est-à-dire que j'y avais réfléchi avant. J'étais sur Ah bah, l'équipe tant de mieux. France. C'est les- Oui, 49 sélections, c'est pas non plus un petit joueur. Hein. Coupe du Monde 1982, Oui. Coupe du Monde 1986. Hein, c'est pas. Un vrai buteur. Voilà, il est un vrai buteur et un vrai grand joueur de la Saint-Etienne, il n'y a pas de doute.
C'était le Terminé banco. pour aujourd'hui. Nouvelle victoire de Melvin qui s'affirme semaine après semaine après des débuts difficiles comme la Saint-Étienne cette année d'ailleurs. Voilà. On n'est pas supporter pour rien. Et Tout va voilà bien, aussi ton pour côté nous. Bah, en fait, moi, il fallait quelqu'un pour remplacer Melvin, du coup, je me suis proposé. Bah, super. Super. Merci, en tout cas. Ah mais c'est bon, tu vas t'en remettre Bastien, t'en fais pas. Non, mais Non. j'ai reçu un message là de la part d'une certaine personne qui me répète t'as perdu là. tu prendras ta revanche, Pour l'instant sur Melvin, j'ai déjà gagné 2 fois, il a gagné qu'une fois face à moi, donc pour l'instant je garde toujours mon titre de champion. Voilà, donc tout va bien. On verra bien ça plus tard. Voilà. En tout cas, j'ai gagné ce soir. C'est- Oui. Tout s'est joué à la C'est- dernière question. Super. Eh ben écoutez, Sur ce, Écoutez. je pense. Oui. Sur vas-y. ce, on va se quitter. On se dit donc à mercredi prochain pour la prochaine émission. On débriefera du coup le ou pas résultat positif entre Laval et Victoire. Saint-Etienne. Victoire. En espérant la victoire évidemment, hein, mais on débriefera tout ça, puis on préparera du coup le prochain match entre Saint-Etienne et Quevilly-Rouen en métropole. On se dit donc à la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup en tout cas. Et on se dit donc tous ciao. Ciao. Allez, salut. allez les Verts.